Voilà, cette dernière table ronde est un face-à-face. Dans quelques minutes, il y aura ensuite la déclaration finale du Cercle des économistes. Et nos deux panélistes ont une tâche absolument redoutable, c'est qu'ils doivent ramasser précisément tout ce qui s'est dit pendant 3 jours et essayer de baliser cette fameuse feuille de route européenne pour la croissance. Nous passons d'une phase de stabilisation, les pays qui ont été les plus frappés par la crise commencent à aller mieux. Il faut maintenant engager une phase proactive en faveur de la croissance. La table ronde précédente en a parlé, il y avait pas mal de pistes. Je reprendrai volontiers l'exhortation de Patrick Artus. Il faut maintenant du concret, passer des concepts aux mesures, aux pistes, aux idées concrètes qu'on peut mettre en œuvre. Il y a une certaine urgence. Christine Lagarde l'a rappelé, la croissance est fragile. Il faut maintenant trouver les moyens de l'encourager, de la booster. Alors, avec nous, deux personnalités qui ont joué et qui jouent encore un rôle important. Jacques de Larosière, qui a été directeur général du FMI, gouverneur de la Banque de France, président de la BERD. Il a surtout, à la demande de l'Union européenne, ces dernières années, rédigé un fameux rapport sur les moyens de lutter contre les défaillances du système européen de surveillance et de gestion de crise. Ce rapport, une bonne partie de ce rapport, c'est précisément Michel Barnier qui a dû le mettre en œuvre. Michel Barnier est commissaire européen au marché intérieur et aux services. On a dit dans la table précédente combien il y avait encore de choses à faire d'ailleurs en matière de services. Et c'est une fonction qu'il exerce depuis février 2010 et donc il a été au cœur, bien évidemment, de cette gestion de crise qui vous a occupé, nous a occupé ces dernières années. Alors, passer aux idées concrètes, il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées. Michel Sapin a dit que la piste cruciale, selon lui, ça a été dit aussi par plusieurs personnes du Cercle, c'est précisément le financement des PME et des PMI. C'est plus facile dans les pays qui vont bien de l'Union, c'est beaucoup plus difficile dans les pays qui sont encore convalescents. Michel Barnier, c'est vous qui allez avoir la tâche redoutable de commencer, de baliser le premier cette feuille de route. Vous avez quelques minutes pour le faire. Merci, bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci au Cercle des économistes de son invitation. Quand on parle de feuille de route, si on n'a pas la mémoire courte, on doit se souvenir qu'il y a 4 ou 5 ans, nous avons risqué la sortie de route. Et lorsque tout nouveau commissaire européen aux services financiers, au marché intérieur, je me rendais à Washington ou à Pékin, la seule question qu'on nous posait, en 2010, c'était est-ce que la zone euro, est-ce que l'euro va passer la fin de l'année? Pour éviter ces sorties de route, nous avons pris un certain nombre de mesures. Et il y avait 2 préconditions que nous avons remplies, je l'ai dit télégraphiquement, le redressement budgétaire et la gouvernance de cette zone euro. Je rappelle que Jacques Delors, de manière prémonitoire comme toujours, avait dit on ne peut pas avoir une union monétaire et une désunion économique. Et les premiers effets se font sentir puisque, s'agissant du budget, du déficit, nous sommes passés de 6,3% du déficit en 2009 à 2,5%, quasiment la moitié moins cette année. Deuxième précondition pour éviter la sortie de route, la stabilité financière. Ça a été mon honneur que de mettre en œuvre les recommandations du G20, du Financial Stability Board, et naturellement, je suis très honoré d'être à ses côtés, puisqu'il en est le père, l'architecture de supervision européenne, dont l'élément central est aujourd'hui, et ça a été ma tâche depuis 2 ans, l'union bancaire, avec ses 2 piliers de résolution et de supervision. Tout ça ne suffit pas. Tout ça ne suffit pas, et si nous voulons bien passer de ce que j'appelle la stabilisation à la croissance, il faut aller plus loin. Et maintenant, s'agissant de cette feuille de route, je dirais il y a besoin de carburant, il y a besoin d'un moteur qui ne soit pas bridé, il y a besoin d'une route carrossable et il y a besoin d'une direction, enfin d'un cap. Voilà les 4 points pour retrouver la croissance. Et je vais là aussi le dire rapidement. Le carburant, dont les consommateurs et les entreprises ont besoin pour leurs projets, c'est-à-dire pour réduire le chômage aussi. Si nous passons du diagnostic aux propositions, comme vous me l'avez demandé, je dirais en matière d'investissement que c'est le moment, sur la base de ce que nous avons proposé comme expérience de Project Bonds, accepté par tous les États membres de l'Union, y compris l'Allemagne, de lancer un grand programme d'investissement en commun, c'est-à-dire d'emprunt mutualisé pour investir là où nous avons identifié
un besoin à hauteur de 1 000 milliards d'ici 2020. Et je ne parle pas seulement des routes propres ou des transports propres, des infrastructures d'énergie ou du numérique, mais aussi de l'investissement que je crois prioritaire dans le capital humain, l'université, la recherche et l'innovation. Peut-être juste un chiffre. Je me suis beaucoup occupé des brevets dans ma deuxième partie de mon travail sur le marché intérieur, et j'ai eu l'honneur de proposer enfin un brevet européen qui coûtera 5 000 € au lieu de coûter 30 000 €. Il sera disponible l'année prochaine. Le nombre de brevets a été augmenté de 50% en Europe depuis 5 ans. Il a été multiplié par 8 en Chine. Deuxième piste pour le carburant, la mobilisation de l'épargne. Il y a déjà de bons outils. Je veux dire, dans le monde entier, on nous envie ce qu'on appelle en anglais UCITS, qu'on dit en français les OPCVM, qui sont des titres de placement collectif, les SICAV. Utilisons-les. Je pense qu'on peut aller plus loin en décuplant les moyens de la Banque européenne d'investissement et peut-être aussi de réfléchir à l'idée que j'ai mise dans le débat. Le président de la République française, d'ailleurs, l'a reprise il y a quelques jours, l'idée d'un livret d'épargne européen qui s'ajouterait aux produits nationaux pour collecter une partie de l'épargne privée et l'orienter de manière sécurisée vers l'innovation et les PME. Et puis, s'agissant plus précisément du financement des entreprises, il y a ce qu'on peut faire pour ne pas décourager les réseaux de financement actuels. C'est ce que j'ai fait dans le meilleur calibrage possible des règles de Bâle qui s'imposent aux banques ou de Solvency pour les assurances. Et ce travail n'est pas fini. Il y a aussi une facilitation de l'accès des PME au marché boursier. Et puis enfin, cette idée à laquelle je travaille, Jacques de la Rosière en parlera sans doute parce qu'il pose toujours de bonnes questions sur le développement de la bonne titrisation. Voilà pour les carburants. Je dis télégraphiquement un mot des autres conditions. Il faut que le moteur ne soit pas bridé. Je pense que pour que le moteur fonctionne bien, ça dépend d'abord de chacun des pays de l'Union européenne, qui n'ont pas tous les mêmes formes de handicap. Et s'agissant de notre pays, on sait bien où se trouvent les freins, s'agissant de trop de règles, de trop d'impôts, de trop de changements dans les règles. Ce dont je suis convaincu, c'est que ce pays, dont je reste passionnément citoyen, comme de quelques autres, a besoin non pas de plus de déficit aujourd'hui, mais de plus de réformes. Troisième condition, au-delà de ce qu'on doit faire pour améliorer le moteur dans chaque pays, la route, qui doit être carrossable, la moins fracturée possible. Le premier étage de la route en Europe, c'est un sujet que Mario Monti connaît bien puisqu'il l'a géré comme commissaire avant moi, c'est le marché unique, trop fragmenté entre 28 législations concurrentes ou juxtaposées. Au-delà de ce que j'ai pu faire sur les marchés publics ou sur le brevet, nous avons également développé l'idée d'un passeport, le projet d'un passeport pour le capital risque, d'un fonds pour l'entrepreneuriat social. Une entreprise sur 4 qui se crée en Europe appartient au secteur de l'entreprise sociale. Et puis des projets qui sont devant nous, mais qui sont sur la table des ministres des Finances, par exemple l'harmonisation des bases de l'impôt sur les sociétés, à l'intérieur au moins du marché unique et au moins de la zone euro et si possible du marché unique. Premiers éléments de pacte ou d'un socle social ou d'un socle fiscal. Dernier point, le cap, mesdames et messieurs. Il faut ajouter à la politique budgétaire, à la gestion de crise que nous avons faite depuis 4 ans, impérativement ajouter une politique économique. C'est-à-dire réfléchir ensemble, ce que nous n'avons jamais vraiment fait, au modèle de la zone euro dans les 10 ans qui viennent. Que voulons-nous produire? Où voulons-nous produire? Quel degré d'investissement en commun dans ce qu'on appelle les Key Enabling Technologies ou les secteurs clés? Où sommes-nous, décidons-nous d'être créatifs? Ce travail n'a jamais été vraiment fait à travers une stratégie économique qui doit s'ajouter. On ne peut pas se contenter d'une politique budgétaire ou d'une gestion de crise. Et en disant cela, à travers cette stratégie, je veux dire 2 choses. Il y aura forcément plus de coordination, mais aussi des différenciations. Nous ne ressemblons pas, ne rêvons pas à ce que le zone euro se transforme en 18 Allemagne. Dans cette bataille pour une stratégie économique, ma conviction, c'est que chacun des 18 pays a une partie de la réponse. Si l'on veut bien regarder les forces et les faiblesses de chaque pays, y compris des pays qui ont été en très grande difficulté, comme la Grèce, s'agissant de l'industrie touristique ou du patrimoine culturel. Voilà, donc
Je recommande que l'on travaille maintenant, parce que la confiance est revenue, même si elle reste fragile entre nous, à cette stratégie économique différenciée et coordonnée. Et peut-être qu'on ajoute à cette volonté politique, il y a une chose qu'on n'écrira jamais dans les traités, ni dans les directives, c'est la volonté politique des dirigeants. Mais qu'on y ajoute peut-être quelques outils institutionnels, je le dis également pour terminer, une modification, un renforcement du fonctionnement de la zone euro, un trésor européen. Et je ne le dis pas en référence à ce qui s'est passé avec une grande banque française, mais je le dis parce que j'ai été frappé de voir que pour appliquer nos règlements financiers, nous avons 18 dans la zone euro ou 28 dans l'Union européenne, outils différents pour faire respecter les règles financières. Je pense qu'il faut maintenant travailler à un parquet financier européen pour parler d'une voix forte, au moins égale à celle des États-Unis, dans la défense de la stabilité financière européenne et dans la défense des règles financières que nous nous donnons. Voilà les remarques que je voulais faire. Merci Michel Barnier. Jacques Delarosière, est-ce que vous partagez ces premières pistes évoquées par Michel Barnier? Oui, je les partage, mais je vais donner à mon intervention une coloration un peu sombre, mais néanmoins axée sur l'action. L'eurozone n'a pas le bon policy mix, comme on dit. La politique budgétaire tente de réduire les déficits, on vient de nous le rappeler à juste titre, et elle exerce par là même un effet restrictif sur l'économie globale de la zone euro. La politique monétaire devrait donc exercer un effet expansif pour contrebalancer l'effet négatif des finances publiques. Et elle devrait le faire d'autant plus qu'elle est très en deçà de son objectif d'inflation. L'inflation est à 0,5, alors que l'objectif est proche de 2%. Mais malgré les mesures accommodantes et courageuses qui ont été prises par la Banque centrale européenne et qui fournissent aux banques un accès pratiquement illimité à la liquidité, l'effet de cette politique monétaire apparemment très expansive n'est pas expansif. Et c'est un point qui est insuffisamment souligné. La liquidité fournie aux banques par la Banque centrale permet aux banques d'accumuler des réserves à la Banque centrale, et ce qui permet aussi à la Banque centrale d'acheter, en contrepartie de ces fournitures de liquidités, des titres d'État dont les spreads se réduisent. Mais ce qui est toujours la contrepartie essentielle de la masse monétaire, M3, disons, ce sont les crédits à l'économie. Or, cette contrepartie essentielle de ce que crée la monnaie autour de la BCE est en train de se réduire, pas de stagner, de se réduire depuis 2 ans à raison d'un taux de décroissance qui est de l'ordre de 2,5 à 3% par an. Je ne connais aucune économie qui puisse faire repartir la croissance avec une décroissance de l'économie, surtout si cette économie, comme c'est le cas de l'eurozone, est fortement dépendante des banques qui sont, comme vous le savez, extraordinairement importantes dans l'intermédiation du crédit. Beaucoup de raisons expliquent cette raréfaction du crédit bancaire. C'est la récession, donc moins de demandes de crédit, des entreprises qui sont abîmées par la crise et qui ont des crédits douteux, etc. Mais l'une d'entre elles, l'une de ces raisons, tient à la réglementation bancaire. Le fait qu'on ait doublé les obligations de capital des banques européennes et que ce doublement a eu lieu à peu près en 2 ans, il avait mis 100 ans à se faire dans la période précédente, ne peut qu'avoir des effets structurels majeurs sur les bilans des banques européennes. J'ai comparé le bilan de l'avant-réglementation au bilan de l'après-réglementation. C'est très clair, ça fournit moins de prêts, ça fournit plus de détention de liquidités. Et les prêts sont de plus en plus courts. Alors, à défaut d'un assouplissement des règles
qui pèse sur les banques, assouplissement que personne, ni moi, ne préconise, il faut redonner vie de manière prudente, mais concrète, et j'appuie sur ce mot comme M. Artus, mais de manière concrète à la titrisation des crédits PME. Pourquoi crédit PME? Parce que les grandes entreprises qui ont de bons ratings, elles accèdent directement les financements obligataires. Mais les PME ne le peuvent pas. Or, les PME sont le moteur de la croissance européenne. Il faut donc sortir ces crédits PME des banques et offrir aux acheteurs institutionnels des investissements de bonne qualité. Pour ça, il faut faire deux choses qui sont très simples, mais qu'on ne fait pas. La première, c'est d'isoler les bons crédits parmi la masse des crédits aux PME et les distinguer des moins bons grâce à des systèmes de rating. La Banque centrale de France, la Banque de France, procède à ces ratings d'entreprises depuis des décennies, et elle le fait d'une manière admirable. Il faut maintenant que les autres banques centrales européennes, qui ont le même problème d'accès au crédit, montent des systèmes de méthodologie assez simples d'ailleurs pour le faire. Elles ne sont pas obligées de le faire elles-mêmes, elles peuvent le déléguer à des cabinets d'audit ou à des entreprises de titrisation, de rating. Et la deuxième chose qu'il faut faire, et je terminerai par là, et là je m'adresse au commissaire Barnier, c'est qu'il faut traiter ces crédits qu'on a ainsi isolés et on a pris les meilleurs, il faut les traiter d'une manière neutre sur le plan réglementaire, à risque égal, traitement capital égal. Or, je vais vous le dire, la situation actuelle est la suivante. Si vous êtes une banque et que vous détenez des crédits directs, par exemple, vous détenez un très bon AAA corporate, vous avez une charge en capital qui est très faible. Si vous détenez le même sous-jacent, c'est-à-dire le même corporate, mais malheur des temps, qui aurait été titrisé, alors vous payez à peu près 8 fois plus de capital. Inutile de vous dire, monsieur le commissaire, que personne ne va acheter cette deuxième catégorie si elle est taxée 8 fois plus. Et c'est la même chose pour Solvency II, qui est une réglementation purement européenne. Ces deux verrous réglementaires bloquent pour le moment toute renaissance du marché du financement des PME hors banque. Alors, qu'on ne dise pas qu'on est favorable au retour de la titrisation des crédits PME, c'est une phrase qui est grammaticalement correcte, mais qui n'a aucun intérêt. Et moi, je suis fatigué de l'entendre depuis 2 ans. Ce qu'il faut faire, c'est faire sauter les deux verrous. La Commission a le pouvoir juridique de le faire par des actes délégués au niveau 2. On n'est pas obligé de faire des nouvelles directives, on n'est pas obligé de s'attaquer à la montagne baloise. Il faut simplement le faire et le faire très vite. Tout le monde le répète, l'Europe doit sortir d'un modèle de financement trop axé sur les banques et aller vers un financement plus anglo-saxon, vers les marchés. Mais laissons-le faire. Merci de votre attention. Michel Barnier, Jacques de Larosière vous a adressé en fait des questions assez simples. Des choses peuvent être faites assez rapidement, faire sauter les verrous et permettre finalement d'utiliser de manière efficiente les marchés pour financer les PME, PMI. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire vite? D'abord, c'est assez rare que Jacques de Larosière dise qu'il est fatigué, donc je suis attentif à cette interpellation. Deuxièmement, ce n'est pas simple. Et Jacques de Larosière, qui pose toujours de bonnes questions, sait très bien que ce sujet est compliqué, en raison même d'abord des mauvais souvenirs, des très mauvais souvenirs que nous avons de ce que lui-même a appelé la mauvaise titrisation et la mauvaise qualité de certains sous-jacents. On peut aller aux États-Unis chercher de récents exemples, on peut en trouver ailleurs. Et puis de ce qu'est le marché de la titrisation, qui est un marché totalement fragmenté, où nous n'avons pas, et c'est une des clés pour aller plus loin, une bonne évaluation du risque PME.
Nous l'avons en France, monsieur le gouverneur, vous avez raison de saluer le travail et l'expertise de la Banque de France, mais ce n'est pas le cas partout en Europe. Et moi, je suis commissaire au marché unique et dans la zone euro, mais je dois faire attention à l'évaluation, aux bons outils que nous n'avons pas partout. Et puis enfin, il y a un travail à faire sur la standardisation de ces produits. Donc le travail que nous conduisons actuellement, précisément, est pour avoir les bons outils, les bons standards de différenciation entre la mauvaise titrisation et la bonne titrisation, dans les 3 domaines, naturellement, qui sont ceux des assurances, avec les mesures prudentielles que nous avons prises et que nous allons prendre, celles des banques, à la fois pour les ratios de liquidité et pour le capital. J'ai entendu votre remarque. J'avais, Lorenzi, c'est que ça m'est arrivé quelquefois que les réunions du cercle des économistes se transforment en réunions publiques de négociation. Hein. Mais je ne vais pas transformer cette réunion plénière ici en réunion de négociation. Je suis très attentif aux recommandations de Jacques de la Rosière. Il y a une réserve que je veux faire, monsieur le gouverneur, c'est que les mesures d'actes délégués que je dois prendre, j'en ai 400 à mettre sur la table du Parlement et du Conseil des ministres maintenant pour mettre en œuvre opérationnellement toutes les lois de régulation que nous avons fait voter depuis 4 ans. 400 actes délégués, parmi lesquels il y a ceux qui concernent l'encadrement de la titrisation. Je ne peux pas proposer des actes délégués de niveau 2 en contradiction avec le niveau 1 de la loi. Et donc, s'agissant du capital, par exemple, je suis contraint par ce qui est dans la loi Capital Requirement 4 qui met en œuvre les règles de Bâle en Europe. Mais nous allons aller dans le sens que vous dites, parce que moi, je suis aussi, non pas fatigué, mais soucieux que cet outil-là de la titrisation, pour faciliter l'accès des PME aux entreprises, soit utilisé à plein. Je l'ai d'ailleurs mis moi-même, nous en avions parlé, dans le livre vert que j'ai publié il y a 1 an et qui a eu un grand succès et beaucoup d'échos dans la consultation sur le financement de long terme. Donc assurance, banque, liquidité et capital, nous allons avancer en respectant le niveau 1 de la loi pour encadrer et favoriser la titrisation. Quand on entend Michel Barnier, on se dit que vous allez devoir continuer à militer et à vous battre pour que ces choses-là se fassent vite précisément. Et puis, ce sera ma dernière question. Vous n'avez pas complètement répondu aux 2 autres idées lancées par Michel Barnier, les project bonds, c'est-à-dire des projets d'investissement en commun. On mutualise des moyens pour pouvoir développer les projets. Et puis l'idée d'un livret d'épargne européen qui précisément pourrait orienter davantage les investissements vers les entreprises. Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur les 2 derniers points, mais comme j'ai voulu être relativement efficace dans mon intervention, je ne me suis occupé que de la titrisation des crédits PME. Je répondrai à monsieur Michel Barnier, dont je voulais dire que je respecte et j'admire l'action qu'il a entreprise pendant des années sur le marché intérieur. Heureusement, si je puis dire, que nous vous avons eu, monsieur le commissaire, donc ne voyez pas dans ce que je dis la moindre réticence. Simplement, je répondrai à vos 2 points. Oui, c'est vrai que les banques centrales européennes sont un peu en retard pour forger des systèmes de notation de crédit PME. J'ai parlé à la plupart d'entre eux, des banquiers centraux, sur cette question. Ils comprennent que maintenant, c'est une question non plus de est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas, c'est une question de on va le faire et comment va-t-on le faire. Et les idées commencent à se développer sur ce plan. Je n'ai aucun doute, on arrivera à un système pan-européen de notation de PME. Peut-être pas immédiatement, mais on y arrivera. Et on peut très bien faire une opération, je dirais, prototype France, puisque là, on a l'équipement voulu en matière de notation qui pourrait donner un peu de dynamisme aux actions futures. Sur niveau 2, niveau 1, je ne suis pas un juriste. Je crois cependant que rien ne devrait empêcher la Commission de proposer au niveau 2, c'est-à-dire sans passer par le Parlement, la directive, le Conseil, etc., elle peut, me semble-t-il, mais si je me trompe, vous me reprendrez, proposer que les titres issus d'une titrisation PME
qui ont toutes les caractéristiques qualité d'autres titres qui sont régis par la CRD4 d'une manière précise, soient traités de la même façon. J'ai parlé aux régulateurs de base, ils ne m'ont pas contredit sur ce plan-là, simplement ils me disent il faut que nous soyons sûrs de la qualité des titres en question, ce que je ne conteste nullement puisque je m'efforce de la promouvoir. Mais je ne pense pas que l'on puisse dire que le niveau 1 ferait en sorte que le régulateur soit conduit à traiter avec une pénalisation de 8 fois un titre de même qualité que celui qui n'est pas traité 8 fois plus cher. Et ça, si vraiment on devait me dire que le niveau 1 oblige à faire ça, alors je vous dirais il faut changer le niveau 1 et d'urgence. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Merci. Malheureusement, le temps est écoulé. Michel Barnier ne pourront pas poursuivre. Peut-être que, d'ailleurs, comme vous l'avez suggéré vous-même, l'heure du déjeuner peut servir aussi de réunion de négociation. Je ne sais pas si Benoît Cœuré est encore là. Il y a pas mal de sujets à évoquer. C'est l'heure maintenant des conclusions et je passe la parole à Jean-Hervé Lorenzi. Merci à vous tous et merci à vous deux.